Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'analyse du chapitre 1069. Après une première vidéo sur le mystère du pouvoir d'Ym et le secret entourant l'éveil des fruits du démon, que vous pourrez retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran ou en barre d'infos, on revient enfin au centre du chapitre pour retrouver Vegapunk qui nous révèle que les fruits du démon ne sont en réalité que les désirs des hommes matérialisés. Des désirs pouvant se relier à la volonté, à la voie de toute chose et même à la destinée. Je vais donc vous présenter cette théorie qui pourrait expliquer la création des fruits du démon et pourquoi ils ont été maudits. Comme toujours, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager si elle vous hype. Mais surtout à vous abonner parce que c'est gratuit et aussi parce qu'il manque moins de 7000 Nakama pour avoir le trophée des 100 000 pour Noël. Et ça, ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez m'offrir. Je vous remercie en tout cas infiniment pour tout votre soutien et à présent, partons en quête du mystère des fruits du démon. Oda nous l'avait dit il y a plusieurs années, l'histoire des fruits du démon nous sera dévoilée lors de l'apparition d'un grand savant, et c'est aujourd'hui chose faite. Vegapunk révèle que Nika a été effacée de l'histoire, mais tant que les gens continueront d'y croire, son existence ne disparaîtra pas, car toutes les choses naissent pour une raison, ce qui est le concept même des fruits du démon. Ils sont le potentiel de l'évolution humaine, celui que l'humanité a souhaité, ce qu'il peut devenir. S'imaginer voler aussi haut qu'un phénix, cracher du feu tel un dringo ou plus fou encore, se métamorphoser en léopard, tout est possible dès lors où ils y croient. Ces pouvoirs deviennent alors l'avenir diversifié de l'humanité. Ces soi-disant utilisateurs de fruits du démon ne sont en réalité que des personnes vivant dans des dimensions différentes de celles que quelqu'un a envisagées. Baudelaire appelait l'imagination la reine des facultés, car c'est grâce à elle que toute pensée politique, artistique, scientifique ou quotidienne prend vie. Aujourd'hui, c'est ce que nous dit ici Vegapunk. Les fruits du démon ne sont donc que des créations faites à partir des rêves et désirs de l'homme. La volonté de devenir plus fort ou atteindre des capacités dont l'espèce humaine n'est pas dotée. Là est donc le principe des fruits du démon. Or, la volonté est un sujet crucial dans One Piece avec la volonté du Di. Cette lettre si mystérieuse qui habite le nom de certains élus sans qu'on ne sache d'où proviennent leurs origines. Serait-il alors à l'initiative des fruits du démon? De par leur désir de vaincre leurs ennemis, ils seraient parvenus à matérialiser leurs rêves, créant ainsi ces pouvoirs maudits par la mer. Sachant qu'il faut garder à l'esprit que ces fruits s'associent à l'âme et pour certains sont dotés d'une propre volonté. Une volonté qui les pousse à choisir leurs utilisateurs, comme on l'a vu avec le fruit de Nika qui a échappé au gouvernement durant 800 ans et qui a finalement été mangé par Luffy, ce garçon dont le rêve aspirait à être libre. Ce qui nous ramène à ce que j'ai pu vous expliquer dans ma review du chapitre 1065. Les fruits du démon sont dotés d'une conscience et d'une destinée qui les mènent vers le chemin de leurs utilisateurs. Or, le terme utilisé par Pythagore, expérience, signifie en japonais le concept phare de l'ontologie, c'est-à-dire le vécu personnel, les souvenirs. Si l'on prend en compte cette nouvelle donnée, alors cela relance complètement la donne dans l'univers de One Piece. Et vous n'imaginez même pas à quel point. Car si l'ADN d'un fruit enregistre le souvenir de ses précédents utilisateurs, alors cela influera forcément sur la personnalité du prochain utilisateur. Comme si le destin de chaque fruit du démon avait été destiné à être mangé par telle ou telle personne. En ayant à présent conscience de cette idée, tout devient différent. Car si Oda a donné tant de détails à ses personnages comme leur nourriture préférée et détestée, la signification de leur nom, tout avait en réalité un véritable sens quand il s'agissait d'utilisateurs de fruits du démon. À présent, avec cette révélation, on comprend davantage pourquoi chaque fruit du démon se relie au nom et à la personnalité de son utilisateur. Le rêve de Luffy étant d'être le plus libre, son désir a pris vie grâce à son fruit. Comme l'indique Shaka, certains cas d'éveil privent leurs utilisateurs de leur propre personnalité, mais ici, le fruit de Nika est tout l'inverse. La personnalité de Luffy, bien avant d'avoir mangé ce fruit, avait toujours été d'être libre. Il a toujours été ce garçon souriant pour qui l'injustice semblait inhumaine. Son fruit n'a donc fait qu'exacerber cette personnalité, l'aidant d'autant plus à réaliser ce rêve de protéger les gens qu'il aime et leur prêter main forte pour libérer chaque peuple qu'il a croisé de l'injustice et les faire sourire à nouveau. Mais cette faculté n'est pas uniquement donnée à Luffy, car cela fonctionne tout aussi bien pour les autres fruits du démon. Le premier rêve de Sanji n'est pas All Blue, mais bien les femmes. C'est pourquoi elle comptait matérialiser ce rêve à travers le fruit de l'invisibilité, mais qu'il obtiendra finalement grâce à sa Red Sweet. Mais l'exemple parfait reste tout de même le fruit artificiel de Vegapunk. Cette création qu'il considérait comme un échec n'en est finalement pas un, bien au contraire. Il a été alimenté par le désir de Momonosuke à devenir aussi fort que l'homme à l'origine de sa plus grande phobie, Kaido, le dragon des cieux. Finalement, son rêve va se concrétiser en obtenant la même puissance et la même force que son pire ennemi. Il priait pour devenir aussi fort que lui et son fruit a exaucé son souhait. Tandis que de l'autre, Kaido désirait depuis sa plus tendre enfance devenir le plus fort de tous. Tel était le monde qu'il imaginait, un monde où les faibles
faibles n'avaient pas leur place. Finalement, ses désirs se sont réalisés, mais non sans contrepartie, puisqu'ils ont fini par être son pire cauchemar, l'empêchant de mourir. Lui autant tout plaisir à se battre, tant qu'il n'avait aucun adversaire à sa hauteur. Jusqu'à l'arrivée du fruit de la liberté Nika, en qui il a reconnu Joy Boy. Ainsi, comme on peut le voir, chaque fruit est doté d'une personnalité et qui s'associe à son utilisateur, comme si une route du destin avait été tracée. Mais ce destin n'a semble-t-il pas été créé par la main de Dieu, mais bien par celle de l'homme. Et on peut le voir très clairement dès lors qu'on s'arrête un tant soit peu sur les détails des fruits du démon. Contrairement aux Logia qui s'associent aux éléments dits naturels, la lave, la glace ou encore les Zoan basiques qui incarnent des animaux non légendaires, les Paramecia et les Zoan mythiques prennent une dimension tout à fait particulière quant au fait que ce soit bien les humains qui les aient créés. Puisqu'il existe le fruit du Moshi, un dessert conçu par les humains, celui de la lessive ou encore celui du fruit du bistouri, instruments et procédures chirurgicales utilisées par la main de l'homme. Tandis que du côté de la mythologie, on retrouve le dragon, le phénix ou même le kitsune, créature mythologique sortie tout droit de l'imaginaire collectif. C'est pourquoi ce type de données confirme d'autant plus que les fruits du démon ne peuvent provenir que des rêves humains. Les rêves qui sont d'ailleurs les sujets principaux de l'arc Skypiea. Chapitre 224, arrêter de rêver. Chapitre 225, croire en ses rêves. Avec cette mythique scène de Barbe Noire clamant que jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. Mais surtout, la citation du physicien Willie Gallon au chapitre 218. Tout ce que l'imagination humaine est capable de concevoir peut se produire dans la réalité. Cette phrase m'avait marqué car avant de connaître One Piece, c'était également ma philosophie de pensée. Pour moi, tout ce que l'homme a pu penser, pense ou pensera, c'est réalisé, se réalise ou se réalisera dans le futur. Dans cette idée, je me basais sur les prouesses technologiques de notre monde. Qui aurait pu croire il y a des siècles que nous pourrions aller sur la Lune, téléphoner ou même se déplacer sans marcher. Tout ceci existe aujourd'hui et la science avance très vite. Personne ne peut assurer que dans un futur lointain, nous ne puissions pas continuer de réaliser l'utopie des hommes et aboutir peut-être à un monde proche de One Piece. C'est pourquoi en lisant ce chapitre aujourd'hui, je me suis rappelé de Willie Gallon. Il est décrit comme un physicien, mais nous ignorons toute son histoire et même l'époque à laquelle il appartient. J'ai donc voulu étudier son nom pour voir s'il n'y avait pas un lien avec le siècle oublié et la création même des fruits du démon. Gallon peut tout d'abord faire référence au grand navire le Galion, puisque cette citation a été utilisée au moment où le Saint-Brice tomba du ciel. La seconde concerne sa désignation de physicien, Gallon pouvant être le préfixe de Galilée, physicien reconnu notamment sur l'idée que la Terre gravitait autour du Soleil et non l'inverse. Hormis ça, il y a possiblement un lien avec Majin Gallon, un manga publié en 1559. Il s'agit d'un géant venu de l'espace dont la véritable identité serait une arme envoyée par des extraterrestres pour tester les humains. Ça m'a donc rappelé le géant robotique qui a tenté de détruire Marie-Joise il y a 200 ans, mais ça reste vraiment minime pour en faire une théorie. À ces exceptions, je n'ai rien trouvé de bien concluant, il faudra donc que je prenne davantage de temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus important. En tout cas, le fait qu'il n'y a pas de frontière entre le réel et l'imaginaire nous plonge finalement dans la thématique principale de l'œuvre de Don Quichotte. Non, pas Doflamingo, mais bien le livre dont Oda s'est inspiré pour lui donner ce nom. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. L'intrigue raconte les aventures d'Alonso qui, passionné par la littérature, va confondre l'imaginaire au réel. Il deviendra ainsi Don Quichotte, dont la mission est de combattre le mal et protéger les opprimés. Ainsi, tout au long de son aventure, ses désirs prendront le pas sur la raison. Une auberge deviendra un château hanté, les paysannes se transformeront en princesses et les méchants géants seront en réalité des moulins à vent. De la même manière que les fruits du démon, Don Quichotte est parvenu à matérialiser ses rêves dans le réel, ce qui amène à se demander si Oda ne part pas dans une direction similaire. D'autant lorsque Vegapunk évoque que les utilisateurs de fruits du démon vivent dans des dimensions différentes de celles que quelques-uns ont envisagées, comme si tout ce qui se produisait avec les fruits du démon était dans une dimension parallèle à la réalité. Il est de ce fait très difficile pour le moment de comprendre ce que voulait sous-entendre l'auteur. Les fruits du démon confèrent-ils vraiment des pouvoirs ou sont-ils seulement chimériques et un moyen de se donner de la force dans l'esprit des gens? Cette partie est donc extrêmement complexe, encore plus quand on sait que One Piece semble grandement être un livre qu'on nous ait raconté, avec un narrateur teasant le futur, le tout premier chapitre faisant référence à un roman, Romance Down, et enfin les divers rêves d'Usopp et Sabo souhaitant écrire l'histoire et les aventures de ce monde. Je vous conseille d'ailleurs la
la vidéo de Goji dont c'est la théorie et qui en a fait un véritable court-métrage. En bref, j'ai pas encore d'avis tranché sur la question, mais il est bon de s'interroger avec cette partie du chapitre. Venons-en à présent au dernier lien possible avec les rêves et les fruits du démon. Si nous parlons de fruits capables d'avoir une conscience propre, une destinée, on ne peut faire abstraction de la voie de toute chose. Ce concept encore inexpliqué dans One Piece confère à ses utilisateurs la capacité de comprendre, d'obtenir des informations à travers des objets inanimés comme les poneglyphes ou des créatures telles Zunesha. Certains parviennent même à communiquer avec eux à l'image de Momonosuke, Poséidon et les rois des mers, et plus fou encore Zoro et ses sables qu'il peut entendre respirer. Si la voie de toute chose permet de communiquer avec toutes ces entités, alors en est-il de même avec les fruits du démon? Puisqu'on le sait, ces créations sont reliées à l'âme de leurs utilisateurs. Dès lors où ils meurent, le fruit quitte leur corps et renaît quelque part dans le monde. Or, celui de Nika paraissait avoir une conscience d'autant plus forte pour échapper au gouvernement et finalement être mangé par Luffy. Si tel est le cas, alors il faut croire que c'est la voie de toute chose émanant de ces fruits qui leur ont permis d'exister. Ces ancêtres humains, animaux ou végétaux qui ont eu pour rêve d'être un dieu soleil, un phénix ou encore un homme et qui ont dans le futur réussi à faire de leurs désirs une réalité. Et pour preuve, si nous prenons les Shandia pour exemple, toutes ces choses se relient. Ils voyaient dans des arbres l'âme de leurs aïeux, tandis que pour ne pas oublier leurs souvenirs, ils faisaient retentir une immense cloche dont le son résonnait à travers les mers et les siècles. Là est tout le principe de la voie de toute chose, l'écho de leurs ancêtres qui s'est transmis dans toute vie sur Terre, dans des pierres indestructibles, à travers des animaux historiques et enfin dans des fruits démoniaques. Et c'est justement en étudiant de plus près les noms de chaque type de fruit du démon qu'on pourrait d'autant plus comprendre pourquoi il se relie à la voie de toute chose et au principe du rêve. Tout d'abord, le logia se traduit en grec promesse, récit, histoire. Dans la Bible, il s'agit de la parole de Dieu par qui le monde a été créé. C'est généralement ce suffixe qui est utilisé dans des disciplines du savoir, l'archéologie, la sociologie, etc. Enfin, en philosophie, le logos, logia, est considéré comme la raison du monde, comme contenant en soi les idées éternelles. En somme, le logia se rapporte vraisemblablement à la création et à la parole. Ces fruits du démon les plus proches de la nature, au vu qu'ils sont élémentaires, seraient le principe même de la voie de toute chose et ce qu'on a pu voir juste avant. Concernant à présent les paramécias, ils se traduisent de trois façons. La première se dit en grec conte de fées. Ces récits fantastiques qui ont le pouvoir de faire rêver les gens, soit le principe que nous a expliqué Vegapunk. D'autant que le premier chapitre de One Piece se nomme justement Romance Down à l'aube d'une grande aventure. Mais plus fous encore, Romance Down volume 1 fut le prototype à l'origine de l'histoire que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette version, le navire de Luffy avait pour nom Marchen, soit la traduction du mot allemand conte de fées. La deuxième se traduit en japonais par surhomme, ce qui correspond parfaitement au super pouvoir que confère le fruit du démon aux hommes. Quant à la troisième traduction, elle se rapporte à la paramécie, un organisme unicellulaire de type protozoaire, vivant en eau douce mais détestant l'eau de mer. Le protozoaire étant justement le suffixe du zoan, la dernière classe des fruits du démon. Ce micro-organisme, et plus particulièrement la paramécie, a été choisi par la communauté scientifique pour être l'espèce de référence de leur expérience, car c'est un modèle idéal pour l'étude des réarrangements de l'ADN. De ce fait, il est alors très probable que le fruit du démon de type Paramecia et Zoan ait aidé Vegapunk à découvrir le facteur de lignage, ce qui lui aurait permis par la suite de recréer ses pouvoirs démoniaques. Ce micro-organisme semble donc être la clé expliquant la création des fruits du démon. Reste à savoir comment les hommes sont parvenus à donner vie à leurs rêves grâce à ça. Je suis pas assez douée en sciences pour expliquer comment ça pourrait être possible, donc je préfère confier ce travail à mes abonnés qui s'y connaissent et qui me diront en commentaire comment c'est possible. Après que Vegapunk ait dévoilé les raisons de l'existence des fruits du démon, il nous explique pourquoi ils portent en eux une malédiction. Comme ces souhaits sont si peu naturels, ils sont détestés par la mer qui prend le titre de mère nature. C'est pourquoi les fruits du démon ont pour faiblesse l'eau de mer. Tous les utilisateurs qui portent cette malédiction vivent alors dans le futur. La phrase de conclusion de Vegapunk est finalement toute l'ironie de cette science. N'est-ce pas amusant de voir que l'homme est doté de rêves qui, grâce à la science, peut se matérialiser. Mais la technologie n'étant pas naturelle, la nature la rejette. Tout comme notre monde, la science aboutit à des découvertes stupéfiantes, mais dont la contrepartie mène vers l'épuisement des ressources marines, la déforestation et tant d'autres choses qui conduisent à la disparition de cette planète bleue. Il est alors bon de se demander, la technologie fait avancer l'homme, mais à quel prix ?
Celle des Bilkans a mené à un manque de ressources sur la Lune, alors que comme l'a dit KNR, Bilka regorgeait de la Wörth. Pourtant, quand il arrive sur place, cette terre n'était plus qu'un désert de cratères où il n'y a plus une once de vie si ce n'est des machines éteintes. Sur Grand Line cette fois, le schéma se reproduit avec Vegapunk puisqu'il le dit lui-même, il manque de ressources et de main d'œuvre. Mais l'exemple parfait reste les Smiles. Pour parvenir à n'en créer qu'un seul à même de ressembler à un vrai fruit du démon, toute une technologie a dû être mise en place, créant des usines à gaz et dénaturant tous les paysages luxuriants des îles, de Punk Hazard en passant par Dressrosa pour finir par le splendide Wano Kuni. Le prix des Smiles a coûté à la nature tous ses bienfaits, et c'est là la clé de la malédiction des fruits du démon. Peu à peu, le monde se dénature et conduit forcément à une destruction. Quand bien même les idéaux de l'homme avancent et se concrétisent, la nature a été ainsi faite. Et l'homme a commencé peu à peu à vouloir créer ce que seul Dieu pouvait faire. Qui aurait donc cru que les fruits du démon, ces pouvoirs si fascinants, mèneraient en réalité un véritable débat philosophique et de prise de conscience. En tout cas, même si cette révélation permet d'entrevoir de nouvelles possibilités sur l'origine des fruits du démon, il n'en reste pas moins que leur créateur reste un véritable mystère. Qui est-il et comment est-il parvenu à matérialiser les rêves humains dans des fruits du démon? Des réponses qu'il faudra encore attendre de découvrir au fil de l'œuvre. Après ces révélations faites par notre scientifique, le combat entre Lucci et Luffy fait rage. Sentomaru apparaît aux côtés des trois séraphins Jinbei, Boa et Mihawk. On peut d'ailleurs noter que le Kokuto Yoru de Mini Mihawk n'est pas une lame noire, contrairement à l'original. Ce qui signifie que Vegapunk n'a pas réussi à reproduire ce processus qui, selon Gyokimaru, n'est possible qu'après de nombreuses batailles. Les trois séraphins sont donc contrôlés par Sentomaru, puisqu'il est le troisième selon la hiérarchie de commandement à avoir autorité sur eux. Le premier étant Gorosei, le second Vegapunk et le dernier celui en possession de leur puce de commandement. Dans tous les cas, il faut se tenir près d'eux pour que cela opère. Vegapunk va donc donner l'ordre à Sentomaru de le protéger sous forme de chantage, en lui précisant que c'est lui qui l'a sauvé alors qu'il n'avait rien à manger. Le personnage de Sentomaru est très intéressant malgré qu'on ne le perçoit pas au premier coup d'œil. Le fait qu'il ait reçu l'aide de Vegapunk durant son enfance rappelle les propos du scientifique au sujet que certains membres de la marine étaient intéressants. Sentomaru pourrait donc être l'un d'eux. Au-delà de ce détail, ce personnage reste important de par l'inspiration dont il est tiré. Le légendaire Kintaro, le garçon doré. Il partage d'ailleurs de nombreux points communs avec Luffy, comme la scène de l'ouverture de l'arc Wano Kuni où l'on voit Luffy agrippant une carpe et qui est tirée de cette légende. Ou encore la fête des enfants où sont exposées des poupées Kintaro et qui est célébrée le 5 mai, soit la date d'anniversaire de Luffy. La légende du garçon doré pourrait alors mener aux origines de Sentomaru et d'un lien étroit qu'il aurait pu entretenir avec la sorcière Kurozumi. Cette femme inspirée de la légendaire sorcière Yamauba et qui apparaît dans le récit de Kintaro comme étant sa mère. D'autant que Wano semble être grandement lié à Sentomaru, de par ses habits, son nom, mais également au travers de Momonosuke, cet enfant inspiré du conte de Momotaro. L'un des kanji de Sentomaru signifie pêche. Il mangera par ailleurs ce fruit en attendant l'appel de son oncle. Ce même oncle faisant partie des trois amiraux qui composent justement les trois animaux accompagnant Momotaro. Mais surtout, Oda l'illustrera sur la cover du chapitre 924 comme étant une référence directe au conte de Momotaro. Des liens étrange puisqu'il est tout de même le garde du corps de Vegapunk, l'homme ayant créé le fruit de Momonosuke. Donc il y a fort à parier que l'histoire de Sentomaru soit beaucoup plus intéressante qu'on ne le pense. Nous ignorons ses origines et forcément le fait que Luffy le nomme le gars à la hache nous ramène à Hache d'Argent, ex-membre des Rocks. Il est d'ailleurs le dernier de cet équipage à n'avoir pas eu son développement. Les trois empereurs ont eu chacun leurs arcs, Shiki a obtenu un chapitre 0 et un film complet. Quant à Wang Zi, nous avons découvert une partie de son histoire à travers Barbe Noire. Les parents étant à l'honneur dans cet arc, Luffy avec Dragon, Kuma et Bonnie, allez savoir si un lien familial n'existerait pas entre Hache d'Argent et Sentomaru, le garçon doré. En tout cas, Sentomaru est en mauvaise posture puisque ce dernier reçoit un coup fatal de Lucci, ce qui lui permet de prendre le contrôle des séraphins. Et c'est ce geste qui vient clore cet immense chapitre et nous laisser sur de grandes interrogations. Luffy va-t-il stopper Lucci ou va-t-il y avoir l'arrivée d'un nouvel antagoniste? Mais surtout, Vegapunk va-t-il encore nous en révéler davantage sur le siècle manquant? Toutes ces questions dont il faudra attendre le prochain chapitre qui sortira dans 2 semaines pour avoir une réponse. En tout cas, c'était pour moi un très bon chapitre qui a eu pour conséquence une très longue review. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, mais surtout comme toujours, le petit cœur de soutien en commentaire, c'est le plus beau cadeau. Nous on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos et d'ici là, passez tous de bonnes fêtes et surtout, prenez bien soin de vous.